Amanda Stairs, lettre d'amour sans le dire. C'est ridicule. J'allais m'excuser car j'ai laissé passer plusieurs jours sans vous écrire, comme si nous étions reliés par ces feuilles de papier et que vous sentiez quand je ne m'adresse plus à vous. Sans doute ce fil invisible existe-t-il, sinon de nous deux, que resterait-il ? Je réalise que cette lettre réveille douleur et secret. Je ne veux pas que vous pensiez que vous êtes une bouée de sauvetage. Malgré ces remous de l'enfance qui m'ont fait boire la tasse, je suis un être à flot. Mais vos mains et les sentiments qu'elles ont provoqués d'abord dans mon cœur, puis dans toute mon âme, m'ont forcé à plonger sous les vagues et remontent à la surface la beauté, comme l'horreur. J'ai passé l'après-midi chez ma fille. Depuis qu'elle a de l'argent, on dirait qu'elle me met à distance. Je le comprends à travers des choses quasi imperceptibles. Un mouvement du menton, un geste de la main, le regard qu'elle me porte quand j'emballe les restes d'un repas dans du papier aluminium. C'est comme si nous ne faisions plus partie du même monde, qu'elle marchait dans une de ces bulles qui font la joie des enfants dans les fêtes foraines. Mais la sienne est magique. Elle n'y trébuche pas, et c'est moi qui semble appartenir à un univers terne et honteux. Elle m'a vu nouer mes mains entre elles. Je me sentais si mal, si loin. Son mari est arrivé avec la nuit, et ils m'ont proposé de rester dîner. Elle lui a murmuré une chose à l'oreille et ils ont ri. J'ai senti qu'ils se moquaient de moi. Sûrement de mes chaussures ou d'un mot que j'avais sans doute mal prononcé. Je me suis levée. J'ai dit que j'avais sommeil et que je reviendrais une autre fois avec plaisir. Ma colère était palpable. « Maman, tu devrais faire de la méditation. » Dans ce monde de riches, il semble désormais qu'il y ait une injonction au bonheur ou un besoin de montrer un visage lisse sans cesse. Soyons tous des poupées de plastique. J'en fais déjà avant mes cours de japonais. Elle a ri, puis compris que ce n'était pas une blague. Tu prends des cours de japonais ? Ils se sont regardés et m'ont à nouveau moqué en silence. Je pense aller au Japon un jour. Je voudrais connaître la langue. Et tu médites ? Oui, avant chaque leçon. Tu sais que c'est indien, la méditation. La méditation métaphysique de Descartes ne se passe pas à Bombay, que je sache. On parle du truc où tu entres en toi et tu te tais, et tu fais le vide. Oui, je sais de quoi on parle. Vous nous parlez en japonais, Alice ? J'ai insisté sur ma fatigue et une migraine naissante, et je suis partie. En rentrant, je suis passée par le pont des Arts, où les amoureux viennent mettre un cadenas qui porte leurs initiales. Les services de la mairie étaient en train de les sectionner avec des pinces, car le pont pèse trop lourd et menace de s'effondrer. Je voyais les cadenas tomber les uns après les autres, comme des soldats sur le champ de bataille, sacrifiés. Pensez-vous que cela ait affecté tous ces couples ? Qu'ils se sont disputés dans la journée et séparés brutalement ? Pensez-vous que les mécaniques de l'inattendu bouleversent nos sentiments de façon irrépressible, même quand les faits ne s'entrechoquent pas, qu'ils n'ont pas de rapport les uns avec les autres ? Le fameux battement d'ailes du papillon. Vous connaissez bien sûr cette théorie. Elle vient d'une conférence d'Edward Lorenz qui posait la question « Un battement d'ailes de papillon au Brésil peut-il déclencher une tornade au Texas ?» Il aurait pu se demander si le battement d'ailes de ce même papillon pouvait empêcher une tornade. Mais le drame intéresse, c'est inscrit dans l'humanité. L'effet domino. Depuis que je vous ai rencontré, je me dis qu'il peut mener à la félicité. Sans ma fille qui m'a fait déménager à Paris, sans la pluie, sans le besoin de m'abriter, sans cette femme qui ne vient pas faire son massage, sans ma peur de dire non, sans tant de choses, je ne vous aurais pas rencontré. Le papillon est l'emblème de la femme chez les Nippons. 2 papillons, celui de la félicité conjugale. C'est désormais comme cela que je nous imagine en fin de vie, comme ces jolis êtres colorés, car nous avons quitté nos cocons depuis longtemps, libres et heureux, attirés l'un par l'autre pour le reste d'émerveillement qu'il nous reste. Il y a cette séance où nous avons ri.
J'avais rendez-vous en toute fin de journée. Vous avez ouvert la porte du salon de thé, qui semblait fermée. Kyoko n'était pas là, et vous m'avez invité à pénétrer directement dans votre petite maison. Vous êtes sorti pour me laisser le temps d'enfiler ma tenue de shiatsu. Mais quand vous êtes revenu quelques minutes après, je n'étais pas encore prête, et vous m'avez vu me contorsionner. Je tentais d'atteindre la fermeture éclair de ma robe, en vain. « Je aider ?» avez-vous demandé, en riant. « Je n'y arrive pas, » ai-je répondu, et je me suis esclaffée aussi. Nous étions comme deux enfants hilars. Et soudain, les rires ont cessé. Vous vous êtes approchés et j'ai senti votre odeur particulière de cèdre et de papier. J'ai soulevé mes cheveux. Une de vos mains a attrapé mon épaule, tandis que l'autre faisait glisser doucement la fermeture éclair. Et nous sommes restés immobiles un temps. Puis vous êtes sortis, et j'ai fini de me déshabiller dans un état de flottement. J'ai retiré mon soutien-gorge, mes seins étaient durs. Le pyjama que j'enfilais semblait me caresser. Vous avez ouvert la porte et j'ai retenu mon souffle. Quand vous avez posé vos mains chaudes sur moi, j'ai plongé dans un état proche du sommeil, mais qui m'a tenu éveillée des jours ensuite. Vos mains sur mon corps n'étaient plus celles d'un simple masseur. Nos souffles ne pouvaient pas nous mentir. Toute la nuit, j'ai rêvé de nous, à moitié éveillés, les mains entre les cuisses. C'était la pleine lune. J'avais 20 ans à nouveau. Je ne savais pas comment vous joindre, sinon je l'aurais fait. Le printemps s'était abattu, soudain, et l'air était chaud. Je me suis promis d'aller vous voir dès l'ouverture du salon de thé et de vous embrasser. J'échafaudais des plans adolescents, des scénarios dans lesquels vous basculiez mon corps en arrière comme celui d'une actrice de cinéma. Vous m'avez embrassé de 100 manières différentes avant que je m'endorme, le sourire aux lèvres. Le téléphone a sonné alors que le jour se levait à peine. Le mari de ma fille me prévenait qu'une petite fille était née. Le matin où je pensais vous rejoindre, mettre mes habits de jeune femme, je me réveillais grand-mère. La réalité me faisait enfiler une peau de trop alors que je m'apprêtais à opérer ma mue. Je me suis sentie bloquée dans ma vie. J'ai honte de le dire, mais je n'ai ressenti aucune joie. Je me hais de cela. J'ai voulu me plaire quand même, alors j'ai fait des efforts. Avoir une petite fille était un événement. L'émotion allait naître, sûrement. J'ai mis du mascara noir pour faire ressortir mes yeux et du rose à mes joues. Il n'était que 8 heures du matin. J'ai marché jusqu'à l'hôpital. C'était assez loin, mais le printemps caressait l'air de son parfum, et je découvrais Paris par ce temps-là. Les visites à l'hôpital étaient limitées. On m'a demandé qui j'étais. Quand j'ai prononcé « la grand-mère », personne n'a remis ce statut en cause, et j'ai failli en pleurer. Dans l'ascenseur, j'ai réalisé que ma fille devenait mère à son tour, et l'émotion est née, pour elle. Cependant, lorsque je suis arrivée dans la chambre, Marine m'a regardée avec distance, comme si la réserve d'amour à mon intention avait diminué et que je dérangeais désormais. Il eût fallu que je reporte immédiatement ce que Marine m'enlevait sur ce petit être dont les doigts fragiles tenaient un des miens. Je l'observais avec son bonnet minuscule et son nez bien dessiné, mais je ne ressentais rien. Je pensais simplement que j'allais venir vous embrasser ensuite, que j'allais oser courir vers vous. Les autres grands-parents sont arrivés. Ils étaient plus chics, avaient les bons mots, un ourson doux comme du cachemire et un cadeau de grande marque emballé avec un nœud de soie. Je n'avais rien acheté avant que le bébé naisse. Dans ma famille, on dit que cela porte malheur. Mais je tenais le bracelet de naissance de Marine au fond de ma poche. Je l'avais gardé pendant toutes ces années et apporté dans une petite sacoche en cuir, comme une vieille bourse qui contenait un objet précieux. J'ai sorti mon trésor, bouleversée de ce que cette émotion à venir me procurerait bientôt, tel un boomerang. Quand j'ai pris la petite dans les bras, j'ai voulu mettre le bracelet de sa mère à son poignet. « Qu'est-ce que tu fais ?» C'était le tien. « C'est super sale, c'est vieux. Chérie, reprends la petite, tu veux bien ?» L'autre grand-mère l'a attrapée,
avant que son fils ne réagisse. Le bracelet de naissance de Marine a été posé avec les cadeaux de luxe, isolé pour ne pas transmettre de microbes. J'étais si choquée que la transmission ne soit pas un émerveillement pour ma fille. Avais-je échoué à la rendre sensible à ce qui compte? J'ai été spectatrice à nouveau, un personnage secondaire, une figurante même, tant on ne m'autorisait pas de réplique. Je suis à un âge où vous savez bien que vous ne brillez que si les gens s'éteignent par intermittence en votre faveur. Pour cela, il faut qu'ils vous aiment. C'est une vraie Lavilaine, s'est exclamé le jeune grand-père. Et j'ai réalisé qu'ils portaient tous le même nom, sauf moi. Je n'ai pas osé récupérer le petit bracelet de Marine, mais j'ai su qu'il serait perdu, oublié ou jeté. La force des symboles n'a de la valeur que pour ceux qui ont vécu ou sont nés nostalgiques d'une vie oubliée. Ce n'était le cas d'aucun d'entre eux. Ils étaient dans la vulgarité du présent et se demandaient à qui la petite allait ressembler, alors que je m'imaginais sa rentrée des classes et son premier amoureux. Ma fille semble désormais connaître le prix des choses, mais avoir oublié la valeur de l'essentiel. J'ai mis mon manteau doucement pour qu'elle me retienne. Elle ne l'a pas fait. Tout le monde regardait la petite. Comment allez-vous la prénommer? On hésite encore. Je vais te laisser te reposer. Pas de protestation. J'ai souri au bébé comme si elle pouvait le sentir, embrassé ma fille sur le front, fait la bise au mari, aux beaux-parents, et je suis sortie. Le couloir restait celui d'un hôpital, et quand on est venu pour un être sans nom, voir quelqu'un qu'on ne reconnaît pas, on y est bien triste. J'ai attendu l'ascenseur longtemps. Benoît Lavilaine m'a rejointe et j'ai sursauté. Prise dans mes pensées, je ne l'avais pas vu arriver. Ça nous met un coup de vieux quand même. Enfin, pas vous certainement. Vous avez eu Marine adolescente, alors forcément... C'est pareil pour moi. C'est beaucoup d'émotions. Je ne sais pas si c'est Paris, mais vous avez comme un éclat depuis quelques mois. Vous êtes très belle, Alice. Merci. Vous ne devriez pas rester seule. Un homme pourrait vous rendre heureux, même discrètement. Je veux dire, sans avoir besoin de vous remarier et tout le tralala. Il semblait gêné de me parler de ça, et il m'embarrassait encore plus. Nous n'avions jamais échangé que banalité et politesse. L'ascenseur est arrivé. Nous étions au 9e étage. Au 7e, Benoît Lavilaine m'a plaqué contre le mur et essayé de m'embrasser. Il avait une haleine de café et il sentait le vétiver. J'ai tourné le visage. Il a soulevé ma jupe. Personne n'en saura rien, laissez-moi faire. Je l'ai giflé, avec une force que je ne me connaissais pas. C'est la première fois que j'osais repousser un homme. Les autres fois, j'avais si peur et je ne me sentais pas le droit. Les sentiments que je vous porte m'ont aidé à me défendre. Je suis sortie de l'ascenseur. Ne dites rien, je vous en supplie. Ne dites rien à Catherine. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Vous n'êtes même pas mon genre. Il venait de m'exclure définitivement de cette famille. Ma fille ne me comprenait plus, et je ne ressentais rien pour cette petite fille. Bien sûr, je n'ai pu ensuite venir vous voir pour vous embrasser, comme dans mes fantasmes de la nuit. Je me sentais différente et isolée, alors je suis rentrée chez moi, et je me suis assommée avec un somnifère. Au réveil, je vous ai écrit une première lettre et l'ai jetée, lâchement. Je suis restée des heures devant mon petit déjeuner, en boule, à chercher les bons mots. J'ai toujours corrigé mes copies dans ma cuisine, comme si c'était ma vraie place, celle d'une femme, et que j'outrepassais mes droits en ayant un métier. Ma mère faisait des petits boulots de ménage à droite et à gauche, mais on ne disait pas qu'elle travaillait. C'était une femme au foyer, comme sa mère avant elle. Quand je tentais d'écrire mon roman, je me recroquevillais sur la chaise usée près de la théière, sans même penser à utiliser le petit bureau du salon. Mon père ne s'était pas réjoui que j'obtienne mon bac, que je fasse des études,
que je sois une intellectuelle, comme disaient ses amis. À ses yeux, c'était la pire chose pour une femme. Plus je devenais lettrée, plus les hommes me verraient moche. Avec le temps, je pense qu'il n'avait pas totalement tort. Plus une femme prend de pouvoir et d'ampleur, moins elle est désirable. C'est désolant, mais ainsi. J'aurais dû penser à être belle et à hydrater ma peau au lieu de nourrir mon esprit. J'avais excité Benoît Lavilaine, car il me voyait comme une plouque de province. Il faut à la plupart des hommes un sentiment de supériorité pour pouvoir désirer. Ne dit-on pas posséder une femme ? Depuis notre rencontre, je me demande à quel moment j'ai abandonné la préoccupation de mon corps et de son plaisir. Comment ai-je pu vivre dans une enveloppe que je niais pendant tant d'années ? Les yeux des hommes, leurs gestes ou leurs mots cruels m'ont sans doute obligé à oublier son existence. Il y a eu ce très grand garçon, mince aux yeux verts, qui passait du plus grand désarroi à la plus grande violence et n'avait pas d'empathie. Il était presque albinos avec de grosses lèvres. Il était beau à première vue et monstrueux lorsqu'on s'attardait sur l'ensemble de sa physionomie. Il portait toujours un blouson de cuir, même les jours d'été. Il pensait que cela lui donnait de l'allure, mais il ne faisait qu'accentuer ainsi la difformité de ses jambes immenses. Pourtant, je l'aimais. Il se plaisait tant qu'il plaisait aux autres. C'est l'aura que dégagent les êtres sur d'eux. Nous étions ensemble depuis quelques jours à peine quand il m'a dit « Je ne comprends pas ton corps ». Il m'a fallu un moment pour saisir qu'il me trouvait trop grosse. Je suis partie en pleurant, mais il m'a rattrapée. Il s'est excusé en me disant qu'il resterait et patienterait pour que je maigrisse et que je me sente belle. Avant cela, je ne me trouvais ni moche ni grosse. Je me suis affamée. Il me félicitait à chaque kilo perdu. Mon corps diminuait, mais ma colère grossissait. Plus tard, quand j'ai traduit qu'il refoulait des pulsions homosexuelles, j'étais déjà abîmée. Je pouvais maigrir, pas me transformer en homme. Il m'a cognée plusieurs fois. Ça ne durait jamais longtemps, puis il s'excusait. Il me faisait l'amour en pleine nuit, me mettait de dos. Il était dans un demi-sommeil, encore embrumé de ses rêves. J'aurais pu être n'importe qui. Je suis restée trop longtemps, mais j'ai trouvé la force de partir. Pour ma fille, pour qu'elle sache qu'il y avait mieux. Et le mieux, dans mon cas, a été la solitude. Je tente de chercher des moments joyeux. Je ne veux pas que vous me voyiez comme une pelote de peine. Cette nuit volée avec mon ami Michel. Je vivais déjà au foyer et je leur avais dit que j'allais tenter de voir mes parents. Ma mère avait confirmé. Je crois qu'elle se disait qu'une fois enceinte, il ne pourrait rien m'arriver de pire. Et elle m'a alors laissée très libre et facilité mes évasions. Michel n'avait pas son permis, mais sa grand-mère lui prêtait sa Simca. Nous avions roulé jusqu'à la plage et commandé des gaufres en guise de dîner. Je me souviens d'une joie pure, enfantine. J'allais être mère, mais je n'étais pas encore adulte. Le vent sur le visage, la liberté, l'idée que tout était possible malgré cette poupée qui grandissait dans mon ventre. C'est aussi Michel qui m'a accompagnée à l'hôpital quand j'ai eu mes premières contractions. À 8 mois de grossesse, nous chantions The Final Countdown en hurlant à tue-tête. C'était le tube du moment. Nous ne comprenions pas ce que ça voulait dire. Je sais maintenant que ce décompte final était celui qui séparait ma vie d'enfant et celle d'aujourd'hui. Quand Marine est née, beaucoup de questions ont trouvé des réponses, et tant d'autres sont apparues. J'aimerais vous parler des souvenirs que je ne connais pas encore. J'ai cette impression singulière qu'on ne vit pas par ordre chronologique, que le temps fait des boucles. On se remémore soudain certaines choses qui nous paraissent oubliées, alors qu'on vient seulement de les vivre. Et ces souvenirs influent directement sur notre présent. Si cela pouvait être vrai, peut-être que dans un demain, hier, je m'allongerais à nouveau dans cette petite pièce, vous me souririez, et vous poseriez vos mains sur moi, et il n'y aurait plus que le présent. De la même façon qu'il existe des éclipses, pourquoi le temps ne ferait-il pas machine arrière ? À l'université de Princeton, un chercheur du nom de Kurt Gödel
avait offert comme cadeau d'anniversaire à Einstein la résolution possible d'une des formules du temps, qui traçait une ligne droite dans laquelle on pouvait probablement voyager dans le passé. Pour l'anecdote, ce mathématicien paranoïaque ne voulait rien manger qui n'eût été préparé par sa femme, de peur qu'on ne l'empoisonne. Elle a été hospitalisée 6 mois et il est mort de faim. Einstein aurait pu prendre le temps de lui donner la béquille. Encore un lien avec vous. Tous les rebonds de mes souvenirs, de mes désirs et mes anecdotes volent au-dessus de l'océan, vers votre pays de dragons et de lampions rouges. En 1922, Einstein a voyagé au Japon. Il a résidé à l'Imperial Hotel de Tokyo et un coursier est venu lui déposer une lettre. Nul ne sait si celui-ci refusait un pourboire comme il se doit dans votre pays, ou si Albert Einstein n'avait pas de monnaie. Mais pour ne pas le laisser partir sans le récompenser, le savant lui donna 2 notes en allemand. Ce n'étaient pas des équations mathématiques, mais des phrases empreintes de sagesse. Sur un des papiers, il était écrit « Une vie tranquille et modeste apporte plus de joie que la recherche du succès qui implique une agitation permanente. » Sur le second, on retrouve le célèbre adage emprunté à Lénine. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Je m'empare de tout ce qui lie mes émotions entre elles pour croire en ce chemin qui nous mènera l'un à l'autre. J'ai laissé ma lettre reposer 2 jours et je l'ai relue, non sans honte.